Et si on arrêtait de faire de la musique avec nos yeux? Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors on a changé un tout petit peu de décor parce que là je me trouve à Paris et dans une petite heure je vais aller en studio pour enregistrer les voix de mon premier single de mon nouveau projet en français qui sortira en 2022. Il va y avoir pas mal de nouvelles musiques. J'ai fait appel à des tueurs à gages qui m'aident à faire passer un cap aussi dans mes productions parce que à tous les niveaux, on a besoin de gens meilleurs que nous et de gens extérieurs et de gens qui ont d'autres compétences. Et j'ai sauté le pas, je me suis senti prêt. Mais ça fera l'objet certainement d'une autre vidéo parce que de toute façon, le projet, j'ai envie qu'il fonctionne et je pense qu'il y a beaucoup de qualité, surtout maintenant que je fais appel justement à une aide extérieure. Donc on en reparlera très prochainement, mais c'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on évoque brièvement la question de mixer avec les yeux, de produire finalement sa musique de façon visuelle. Ce qui est un énorme paradoxe, hein. On fait de la musique de plus en plus visuelle. À l'heure actuelle, et ça fait 10 ans, 15 ans que ça dure, maintenant les clips, la vidéo, l'image ont une importance crucial dans la réussite d'un projet musical. Et ils font tout autant, voire plus que la musique pour un projet. C'est assez dingue, mais c'est une réalité. Et c'est un peu raccord avec justement la manière finalement de produire la musique à l'heure actuelle. On peut se demander d'ailleurs si c'est pas un peu négatif pour la musique. Est-ce qu'on n'est pas en perte de qualité? Est-ce que l'énergie qu'on met dans la vidéo, on pourrait pas la mettre dans la qualité musicale? Je sais pas, c'est une vraie question à laquelle il y a peut-être pas de réponse d'ailleurs, mais qui est peut-être intéressante de se poser. On utilise plein d'écrans, 2, 3, 4 écrans, des analyseurs, des plugins, plein de choses visuelles, des trucs qui pop aux yeux, des trucs avec des designs rigolos, Sausage Fattener, tu connais. Et on est dans une relation en fait complètement artificielle parce qu'il y a la barrière de l'écran. Et quand on repense à l'histoire de la musique enregistrée, effectivement, l'écran n'est intervenu que finalement assez tard avec tout l'essor de la numérisation, toute la démocratisation en parallèle du home studio. Finalement, l'écran est devenu le point central alors qu'à l'origine, le point central c'était plus la console avec les enceintes en face. Et donc on produisait, on mixait la musique avec ses oreilles, avec ses doigts, avec un feedback immédiat sur ce qu'on faisait. Et maintenant, on produit de la musique avec ses yeux, avec des outils visuels et puis une interaction avec la souris qui est un troisième larron en fait dans la relation qu'on a entre nous et notre production. Le clavier aussi, bien sûr. Et ça, tout ça, ça crée quand même un petit peu des barrières. Et finalement, même dans les gros studios, quand l'écran est apparu, l'écran avait encore une place relativement secondaire, en tout cas au début. Il servait avant tout peut-être à faire des éditions, des choses comme ça. Il était souvent mis sur le côté, il y avait un petit poste Pro Tools, et puis on envoyait tout dans la console, et puis on continuait à mixer dans la console. Aujourd'hui, on est dans des systèmes hybrides, on est dans un système full in the box, et on est complètement avec des plugins, avec des outils virtuels numériques. Alors évidemment, c'est génial, puisqu'on peut tous faire de la musique, on le fait tous. Un ordi, un casque, un logiciel, c'est parti, on a tout ce qu'il faut pour produire une infinité d'albums pour toute la vie. On a aussi un petit peu rajouté, si tu veux, une surcouche, je dirais pas d'emmerdement, une surcouche qui nous détache un tout petit peu de l'essence de la musique, je trouve, et qui nous détache un tout petit peu de la relation qu'on peut avoir avec nos tracks et qui aussi nous détache quelque part de notre manière d'appréhender le son, puisque forcément l'essence, il s'équilibre quand on les utilise tous. Ils sont tous plus ou moins à un même niveau. Et quand, par exemple, on se bouche les oreilles, d'un coup, on a envie d'être plus attentif autour de nous parce qu'on a des réflexes instinctifs qui font que on a des réflexes instinctifs de protection, des mécanismes de défense qui font qu'on a besoin d'être au courant de ce qui se passe dans notre environnement. C'est du reptilien, si tu veux. Et de la même manière, si tu fermes les yeux, si tu te caches les yeux, du coup, tu as envie de plus tendre l'oreille. C'est un petit peu le message que je voudrais te faire passer dans cette vidéo. C'est d'essayer, dans la mesure du possible, de commencer peut-être à te détacher de plus en plus des outils visuels pour ta musique et de te concentrer sur des outils beaucoup plus auditifs, entre guillemets. Tout est auditif, puisque on fait de la musique, voilà. Mais d'essayer de trouver des manières de faire qui te permettent un petit peu de te détacher un tout petit peu de l'écran pour revenir sur cet instinct, pour revenir sur cet essentiel qu'est la musique, qui est juste du son, quoi. Il suffit de voir dans l'histoire de la musique, il y a de très très grands musiciens qui sont aveugles, hein. Dédicace Gilbert. Je le vois aussi dans la PM School, on a quelques élèves qui sont
aveugles ou très malvoyants. Dédicace d'ailleurs à Manuel qui est non-voyant et qui a un petit studio de production musicale, et je vais vous mettre le lien dans la description juste pour aller vous abonner à sa chaîne et aller un petit peu l'encourager parce que je trouve que ce qu'il fait c'est remarquable et tout. Le gars est aveugle, il monte des PC, il monte son studio. Enfin voilà, il n'y a aucune limitation quand l'être humain, il est câblé comme il faut. Donc voilà, juste une dédicace pour toi, Manu. Quand j'écoute les compositions, par exemple, de Manu, il y a une vraie liberté, quoi, parce que il y a un rapport beaucoup plus organique, beaucoup plus instinctif à l'instrument, à la musique, et, euh, et forcément, toute la barrière visuelle qui apporte beaucoup de choses, hein, forcément, lui, il s'en détache. Peut-être que du coup, il profite pas à 100% de tous les outils à notre disposition. Par contre, il amène aussi un plus, sa patte de mec qui est bigleux, mais qui justement compense parce qu'il a les oreilles tendues et que finalement, son seul point de repère, ce sont les oreilles. Bon, nous, on est voyants, tant mieux, mais maintenant, est-ce qu'on peut pas trouver des manières de faire qui soient un tout petit peu, qui nous permettent un tout petit peu de nous détacher de l'écran? Alors évidemment, il y a plusieurs trucs. Il y a le hardware, bien sûr, puisque quand tu es dans tes machines, quand tu es dans tes périphériques, t'es pas le nez dans l'écran. Quand tu tournes un peu tard, quand tu joues une note, des pads, etc., t'es pas forcément en train de regarder ton écran, mais tu es dans ton instrument, finalement, le contrôleur, ou la drum box, le contrôleur, ou la drum machine, ou le synthétiseur, c'est des véritables instruments. Et donc, tu n'es plus forcément le regard fixé sur l'écran, mais tu es plus dans ton instrument, justement. Tu es physiquement engagé aussi. Donc ça, c'est quand même une première manière de faire. Donc, essayer d'avoir des vrais outils tangibles, j'entends, hein, que ce soit justement un simple contrôleur, un machine, peut déjà pas mal changer ton workflow et ta manière de bosser et te détacher un tout petit peu de l'écran. Même si bien sûr c'est relié à l'écran, à une interface et tout ça, mais il y a quand même déjà un truc peut-être un tout petit peu plus instinctif. T'as ça, et puis bien évidemment, t'as tout le matériel hardware, hein, donc les compresseurs, les equalizers et compagnie. Alors là, évidemment, c'est un coût, c'est beaucoup d'emmerdement parce que il y a beaucoup de câblage, il peut y avoir de l'entretien, il peut y avoir quand même une énorme phase d'apprentissage. Et puis, ce dont j'ai déjà parlé, c'est que si tu sais pas d'abord te servir des outils de base dans ton logiciel, par exemple, ça va être compliqué de passer tout de suite au hardware. C'est pour ça que moi, je serais assez prudent là-dessus et je ne commencerai à investir dans du matos hardware que beaucoup plus tard dans ton apprentissage. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses et c'est ce que je fais. Je commence seulement après 15 ans, on va dire, de production, on va dire, intensive, à investir dans du matos hardware. Parce que je sais que je suis prêt pour ça. Parce que je sais que tel potard, tel truc sur la machine, je sais à quoi ça correspond et je sais ce que ça va faire. Alors tu peux trouver un espèce de compromis et trouver des plugins qui justement simulent ces consoles, simulent des channel strips, simulent des EQ, des compresseurs, et finalement sur lesquels tu n'as pas vraiment de repère visuel, mais plus une interface qui ressemble à une version hardware, et sur laquelle du coup ton seul point de repère, ça va être l'oreille que tu vas tendre pour essayer de voir ce qui se passe quand tu tournes, certes avec la souris, des potards. Je pense que c'est un bon compromis. Tu peux trouver des outils gratuits qui sont tout à fait bons. Je pense en tout premier lieu, si tu es sur Logic, au Console EQ, qui moi je trouve vraiment brillant. Voilà, c'est une EQ type Nive, je crois. Et pareil, tu as un EQ type Pultec. Mais je préfère vraiment la Nif personnellement, je la trouve plus simple. Tu as quatre potards, tu les tournes dans un sens, tu les tournes dans l'autre, puis tu vois tout de suite ce qui se passe, tu as tout de suite un feedback aussi auditif, tu as tout de suite aussi une petite gratification parce que c'est des outils qui sont relativement musicaux. Et il y en a plein d'autres, hein, des payants, des gratuits. UAD s'est fait fort de monter tout un business model, notamment basé là-dessus, sur l'espèce d'émulation du matériel hardware. Alors les vrais diront que a priori non. Ceux qui ont le cul entre deux chaises parce que ça les emmerde diront que oui. Et puis souvent les amateurs diront que oui, c'est complètement égal à du matos hardware. Moi, j'ai pas du tout d'avis sur la question parce que je l'ai quasiment jamais utilisé, à part à droite à gauche chez des gens.
Donc je me garderai bien de te donner un avis tranché sur la question. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir un tout petit peu plus ce retour aux sources, à l'essence de ce qu'était la musique enregistrée il y a encore pas si longtemps. Justement, se détacher, ne serait-ce qu'un instant, sur le fait de regarder des trucs visuels, tu vois, pas typiquement, je sais pas, je pense à des EQ type FabFilter, qui est quand même ultra réputé, qui est un super outil de chirurgien, mais qui est un outil de chirurgien, qui n'est pas un outil de musicien, tu vois. Et du coup, je t'invite, par exemple, à peut-être reconsidérer dans ton workflow, avoir peut-être une phase justement de chirurgien, et mettre un EQ comme ça, très visuel. Tu vas pouvoir mettre de l'analyseur, aller chercher précisément la fréquence qui te dérange et tout ça. Et puis la chanter, typiquement. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, aller claquer par exemple un console EQ, un channel strip, et puis juste tourner les potards un peu à l'instinct, essayer de chercher la fréquence qui va bien, un peu à l'instinct, trouver le sweet spot, puis monter un peu, descendre un peu, monter à fond, descendre à fond, puis voir vraiment ce qui se passe, quoi. Tu as vu le réflexe que je dis? Voir, non, entendre vraiment ce qui se passe. Donc, essayer comme ça de trouver dans ton workflow quelques outils petit à petit, les intégrer, et puis apprendre à te détacher de l'écran. Puis parfois, simplement, il suffit juste d'arrêter de regarder l'écran, de fermer les yeux et de se concentrer juste sur la musique. C'est peut-être ça le premier truc à faire d'ailleurs, plutôt que de réinstaller encore et encore des choses, ce qui est un peu contradictoire avec ce que je raconte sans arrêt, mais euh, d'essayer justement, de temps en temps, juste, je sais pas, te retourner par exemple, ou juste fermer les yeux, et puis revenir à ce qu'est l'essence de la musique, c'est-à-dire des ondes sonores. C'est pas un déplacement de photons que ton cerveau réinterprète ensuite par ce qui a été capté par tes yeux, tu vois. Et évidemment, il y a quand même un cas de figure où le visuel va devenir quand même un peu essentiel. C'est notamment tout ce qui est analyseur, tout ce qui est peut-être en phase de mastering, quand tu vas vraiment chercher à atteindre des seuils pointus dans la dynamique, des choses comme ça. Là, par contre, ça va devenir un petit peu difficile de te passer des vumètres, des compteurs de LUFS, des choses comme ça, parce que voilà, c'est quelque chose que tu as besoin de récupérer. Et ça, auditivement, ça va devenir très compliqué à entendre, surtout si tu n'es pas entraîné, quoi. Voilà. Que le message est passé, je te conseille en tout cas d'y réfléchir. Ça peut vraiment te faire rentrer un peu plus dans la musique. Ça peut aussi t'ouvrir d'autres portes, notamment avec ce genre d'outils. Essayer d'apprendre un tout petit peu à te détacher de ça, mais c'est évident que c'est pas ce que tu vas faire dans un premier lieu si tu débutes. En tout cas, pour une immense majorité qui sont dans le dos, qui sont full in the box, qui voilà, apprennent, utilisent les plugins du logiciel, évidemment que c'est pas ce que je recommande. Mais si déjà tu es un petit peu avancé, tu peux commencer à y réfléchir. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne, et puis on se retrouve dans les prochaines. Pressé, il faut que je file au studio. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.